Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? Ça fonctionne bien. Bienvenue pour cette table ronde. On va continuer sur un autre sujet, sur les cosmétiques. Donc on va faire le lien, je pense, avec pas mal de sujets qui ont été vus ce matin et puis juste à l'instant sur l'alimentation. Mais là, on va se concentrer plutôt sur la partie cosmétique. Donc merci d'être là pour ce sujet qui nous concerne a priori tous et toutes et tous, donc les perturbateurs endocriniens. On sait aujourd'hui que 90 à 99% des êtres humains ont du bisphénol A, BPA, dans l'organisme. C'est un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Quand on voit ce chiffre, on comprend donc que ce n'est pas un sujet marginal et ce n'est pas anodin. Donc, par exemple, pour l'exemple du BPA, selon la Société internationale d'endocrinologie, l'exposition au BPA est associée à des troubles du développement du cerveau, des problèmes métaboliques, des difficultés de reproduction et même à certains cancers hormonodépendants. Donc, les perturbateurs endocriniens, on pourra dire PE peut-être, si ce sera peut-être plus simple. L'OMS donc, les définit comme, on l'a vu je pense pas mal dans la journée, mais c'est bien de faire un rappel, des substances capables de modifier le fonctionnement hormonal, d'induire des effets nocifs sur la santé, et puis parfois même sur plusieurs générations. Ce qui complique pas mal les choses, et on le verra pas mal en cosmétique, c'est qu'ils peuvent agir à des doses extrêmement faibles et parfois même sont plus actifs à faible dose qu'à forte dose. Donc là, ça va complètement à l'encontre du principe qu'on connaît tous, la dose fait le poison. En cosmétique, ce n'est pas du tout forcément vrai. Donc ça, on pourra le voir aussi. C'est un sujet qui est très important puisqu'on sait aujourd'hui qu'en tout cas en Europe, on utilise en moyenne 7 produits cosmétiques par jour, par personne. Et puis, on a certaines substances, par exemple, comme les filtres UV, certains silicones aussi, qui ne sont pas biodégradables, se retrouvent dans les milieux aquatiques, entre autres, avec des effets qui sont quand même bien documentés maintenant sur les poissons, les invertébrés, les coraux, etc. On a, en tout cas en France, une stratégie, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, la SNPE. Et puis sur la partie cosmétique, il y a aussi quelques avancées dans la réglementation. Ça va faire partie des sujets dont on va parler tout de suite. Mais voilà, on est sur un secteur qui fait face à des incertitudes scientifiques, des attentes de la part des consommateurs, des contraintes industrielles et puis aussi des innovations qui sont en cours, qui ne sont pas encore forcément généralisées. Donc la question, elle est loin d'être simple. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui avec nos 3 intervenantes pour la table ronde cosmétique, avec 3 objectifs. Comprendre ce que sont les perturbateurs endocriniens dans le secteur cosmétique, où est-ce qu'ils se trouvent, comment ils agissent, et puis on va chercher à éclairer justement ces enjeux plutôt économiques, réglementaires et même réputationnels pour la filière, et puis mettre en lumière des solutions d'innovation, des solutions peut-être même pas forcément d'innovation, mais plutôt très concrètes, très de bon sens, et qui sont déjà à l'œuvre ou bien qui pourraient l'être dans les prochaines années. Donc on va avoir avec nous Pauline Hochekorn du laboratoire SVR qui travaille depuis 2017 sur la réduction des perturbateurs endocriniens dans les formulations. Je vais vous laisser toutes les 3 vous présenter juste après. Je fais juste une rapide présentation et puis vous allez toutes pouvoir présenter un petit peu le lien avec ce sujet, ce qui vous a amené à travailler sur le sujet des perturbateurs endocriniens. On aura aussi donc Zoé Carlo, ici toxicologue, avec aussi la casquette juriste, qui est donc chez Yuka, que tout le monde, à mon avis, connaît dans la salle, qui va plutôt être effectivement sur l'analyse des formulations et puis les évolutions réglementaires dans le secteur. Et puis Sandrine Lecointe, fondatrice de One, qui pourra nous parler de ce projet plus en détail et qui intervient plutôt sur les sujets d'éco-conception de la graine, on va dire, du champ, de la graine à la fin de vie des produits et qui va plutôt nous aider à comprendre les innovations possibles en la matière. Donc je vais vous laisser, si ça vous convient, vous présenter assez... j'allais dire rapidement, mais non, d'ailleurs, on n'est pas pressé, on n'est pas pris par le temps. Donc prenez le temps pour vous présenter et vraiment d'expliquer ce qui vous a amené à travailler sur les PE ces dernières années. Par quel angle vous voulez prendre ce sujet aujourd'hui. Pauline, peut-être. Bonjour à tous. Donc Pauline Hochekorn, moi je suis docteur en pharmacie et je suis directrice de la communication médicale pour le laboratoire dermatologique SVR.
Et je suis rentrée dans le labo il y a 6 ans et j'ai été imprégnée par ce sujet des perturbateurs endocriniens dont j'avais pas du tout entendu parler pendant mes premières grossesses. Il se trouve que j'étais enceinte de peu de temps quand j'ai été impliquée dans ce sujet. Et donc, je me suis personnellement très intéressée à ce sujet, et puis aussi avec le laboratoire, puisque Esbert est très impliqué depuis 2017 suite à des questions des consommateurs en fait, qui nous ont dit, mais en fait, comment vous pouvez être sûr que vos produits, ils n'ont pas d'impact sur les mécanismes endocriniens Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, on a eu la lucidité de se dire qu'on n'en savait rien. Je crois même qu'on ne savait même pas ce que c'était un perturbateur endocrinien au sein du laboratoire, donc j'y étais pas encore à cette époque-là. Mais à partir de ce moment-là, ils ont vraiment commencé au niveau de la R&D à se dire, OK, on va se renseigner, on va faire des recherches, des travaux et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, donc, j'aurai l'opportunité de vous raconter tout à l'heure, mais petit à petit, on a mis des choses en place. Et donc, moi, aujourd'hui, si je suis ici, c'est aussi pour montrer qu'en tant qu'industriel, on peut faire des choses, que c'est pas forcément facile, que ça demande un peu de temps, un peu de moyens. Et je prétends pas non plus dire que chez Esbert, on est parfait. Ça serait mentir, ça serait pas vrai. En tout cas, on a envie de faire mieux. Et donc, chaque jour, on continue d'apprendre pour progresser et pour pouvoir réduire au maximum l'impact de nos produits sur les mécanismes endocriniens. Et donc, je vous montrerai un cas concret d'un exemple d'un développement récent qu'on a eu chez nous pour vous montrer ce qui se passe et ce qu'on met en place, notamment avec les tests sur les produits finis, parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est l'interaction contenant-contenu, qui est très importante à prendre en compte, au-delà de juste la formulation sans substance controversée. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Zoé Kerlo. Je suis ingénieure toxicologue chez Yuka, donc l'application qu'on connaît bien. Enfin, peut-être que certains ne connaissent pas. Donc, c'est une application qui note avec un score sur 100 les ingrédients, les aliments alimentaires, les aliments et les produits cosmétiques. Et donc moi, les perturbateurs endocriniens, en fait, c'était mon sujet d'étude pendant mon diplôme d'ingénieur en toxicologie et mes études en droit. Et donc, je suis arrivée chez Yuka avec cette volonté de mieux informer les consommateurs des risques de ces substances-là qu'on trouve dans nos aliments, puisque certains additifs sont des perturbateurs endocriniens. Il y a dans les packaging, mais ça, voilà, c'est encore un autre problème parce que c'est pas sur les listes d'ingrédients. Et aussi donc dans les produits cosmétiques. Donc moi, j'étais assez étonnée de voir qu'il y avait autant d'ingrédients encore autorisés, qu'il y avait encore que la réglementation, elle mettait beaucoup de temps à se mettre en place, alors que les connaissances scientifiques, on les a depuis des dizaines d'années. Il y a plein de substances, on les connaît comme étant toxiques, reprotoxiques et des perturbateurs endocriniens. Et voilà, donc l'idée, c'était d'un peu pallier à ce manque de réglementation via donc Yuka que je représente, pour mieux informer les consommateurs à faire des choix pour leurs produits du quotidien. Bonjour à tous, donc Sandrine Lecointe, moi je suis experte en éco-conception, ça doit faire 13 ans que je suis dans un pot de crème. J'aime bien démarrer comme ça, parce qu'en fait c'est vraiment ça, moi j'ai démarré aussi quand je suis tombée enceinte. Mais je crois que quand on est maman, quand on devient maman, on prend conscience de notre environnement. Et il y a des déclics, il y a des choses qui se font. En tout cas, il y a plein de prises de conscience. Et moi, le mien, il a été... je me dis, voilà, je vais donner la vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma salle de bain ? Moi, je suis issue d'un monde... J'étais dans le nucléaire avant, donc juste rien à voir. Et donc, grosse prise de conscience à la naissance de mon fils. Après, je vous passe... j'ai eu une fracture de bassin. Pas mal de choses qui ont emmené la compréhension d'un secteur, d'une industrie à ce que j'en fais aujourd'hui. Ma peau a commencé à peler, on m'appliquait beaucoup de produits cosmétiques sur la peau. Et donc j'ai interrogé les médecins, je leur ai dit mais qu'est-ce qui se passe et tout. Moi je viens d'Afrique, de Madagascar. Et en fait, moi, les produits que j'ai appliqués durant toute ma vie, ça a été juste du karité, du coco et du beurre de karité, coco et cacao, pardon. C'est tout. Et donc, d'un coup, arrivé en France, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette tonne de produits ? C'est quoi tous ces produits qu'on m'inflige, en fait ? Et à la naissance de mon fils, du coup, je les ai vus. Pardon, je reviens en arrière, du coup, il y a de l'émotion. Ça fait 13 ans. Mais du coup, je les vois encore, ces grands paniers de produits cosmétiques qu'on nous offre à la maternité et qu'on m'obligeait, limite, de laver mon enfant avec ces produits-là.
Et alors moi, en Afrique, c'est pas quelque chose qu'on fait. Pour nous, l'enfant, on le lave pas tout de suite. Et donc la prise de conscience, elle a été là à la maternité, de me dire pourquoi mettre tout ça sur la peau d'un être tout neuf. Sa peau est même pas finie. Et derrière, on nous demande de mettre tous ces produits-là. Donc après, je suis partie dans pas mal de recherches personnelles, de comprendre justement les perturbateurs endocriniens. Je vous dis ça, on était en 2012. Donc 2012, il n'y avait pas encore de vraies notions en fait, de cosmétiques bio. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez les filles, mais c'était encore c'était à la marge. C'était quelque chose où à l'époque, le cosmétique bio... c'était mauvais, c'était pas enfin c'était le côté sensoriel n'y était pas, il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore satisfaisantes. Et je me suis dit en fait moi je vais créer ma propre marque. Donc je suis partie à Madagascar, j'ai étudié les plantes, une dame m'a massée, je suis partie à Madagascar en chaise roulante, je suis revenue, je marchais. Et donc cette femme que j'ai connue dans la forêt, etc., m'a montré en fait justement toute la puissance des plantes sans transformation, en fait, qu'on prenait juste une racine, une écorce. Juste, on n'avait qu'à se baisser pour récupérer juste la puissance, en fait, la quintessence de la nature pour s'en servir directement. Et moi, j'avais, en mode parisienne, j'avais demandé, mais donnez-moi votre recette, c'est quoi la marque? Comme ça, j'en rachète plein et je vais à Paris avec. Et bon, vous en doutez bien, il n'y avait pas de recette particulière, il n'y avait pas de marque surtout derrière. Donc, je suis partie en tout cas avec cette connaissance et de me dire, mais en fait... il est hors de question que j'achète un produit transformé. Il est hors de question que j'applique sur la peau de mon fils des produits transformés. Et donc, je suis partie, j'ai fait 2 ans de cosmétologie, j'ai appris l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. En est sortie une marque que j'ai arrêtée au bout de 4 ans. Pas parce que ça marchait pas, hein, juste parce que j'ai pris conscience des choses. On parlait d'interaction, contenant-contenu. Moi, j'ai eu cette prise de conscience en 2017-2018. EcoCert n'existait pas encore à Madagascar. Il y a eu tout plein de sujets de NIAS, on en parlera peut-être plus tard. Mais du coup, il y a eu des choses à cette époque-là où on n'en parlait pas. Donc du coup, j'ai arrêté ma société, du coup Madagascar Cosmétiques, pour créer justement quelque chose de plus durable. Et là, je travaille donc OAN, c'est ce que vous voyez derrière. OAN, c'est l'acronyme de Offrir un avenir à nos enfants. Et on est sur un matériau biosourcés issus de nos vergers agroécologiques français. J'en parlerai plus largement plus tard. Je pense que déjà ma présentation était longue. Voilà, je suis désolée. Merci, merci à toutes les trois. Pour rentrer dans le sujet, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Effectivement, là, on parlait d'ingrédients très bruts qui ont été utilisés. Quand on voit maintenant les compositions de nos produits cosmétiques, voilà, les listing keys, elles sont souvent à rallonge. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Les mots sont un peu barbares. Peut-être une question pour Zoé en démarrage. Quels sont les perturbateurs endocriniens les plus fréquents dans les produits cosmétiques? Alors, du coup, basés, j'imagine, sur les études, sur la base de données Yuka. Quels sont ceux qui ressortent le plus? Alors oui, j'ai un petit peu regardé pour préparer ce séminaire. Donc globalement, il y a plein de familles de perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les cosmétiques. Et je vais vous donner, j'ai essayé de vous donner des chiffres pour qu'on comprenne bien de quoi on parle et quelle est la proportion des produits cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc la première famille dont je vais parler, c'est les filtres UV. Malheureusement, dans les crèmes solaires, il y a beaucoup de filtres UV qui sont dont la fonction est d'empêcher les rayons du soleil de causer des cancers de la peau. C'est les principes actifs des crèmes solaires, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ont des actions sur nos hormones, les récepteurs à nos hormones. Donc là, j'ai comme ça donné 2-3 exemples. Par exemple, l'octocrylène, l'homosalate, l'éthylhexyl méthoxycinamate. Donc voilà, à part si on est expert des cosmétiques, on connaît ces filtres UV. Le chiffre, c'est que parmi les crèmes solaires les plus scannées, parmi les 60 000 crèmes solaires scannées en France sur notre base de données Yuka, il y en a donc quasiment 60% qui contiennent au moins un de ces filtres UV, donc c'est quand même beaucoup.
Ensuite, j'ai parlé des parabènes. Donc, c'est des conservateurs. On commence à les connaître depuis plusieurs années, que les parabènes peuvent causer des problèmes au niveau du système endocrinien. Alors, eux, ils ont un peu deux modes d'action. Ils perturbent les récepteurs hormonaux et aussi ils peuvent perturber les mitochondries. Donc ça, c'est problématique, notamment pour les hommes, puisque ça va perturber les mitochondries utiles pour développer des spermatozoïdes. Donc ça a un impact sur leur fertilité. Et là, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que parmi la famille des shampoings et des soins capillaires, où il y avait beaucoup de parabènes qui étaient utilisés. Maintenant, il n'y en a plus qu'une centaine donc de formulations françaises commercialisées en France qui contiennent ces parabènes. Je vais aussi parler des nanoparticules, puisque elles ont un mécanisme d'action toxique un peu particulier, c'est qu'elles peuvent pénétrer facilement dans les cellules et avoir un mode d'action toxique, et on peut suspecter très fortement une perturbation du système endocrinien. Il y a des antioxydants comme le BHT et le BHA qui sont également des perturbateurs endocriniens. Là, globalement, sur les 60 000 produits cosmétiques les plus scannés en France, il y en a 2000 qui contiennent ces antioxydants-là. Et la dernière famille, c'est des ingrédients qu'on peut retrouver dans des parfums. Et là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est les seuls cosmétiques où il y a où il n'est pas obligatoire de mentionner tous les ingrédients sur une liste d'ingrédients, sur la liste INCI. Donc là, malheureusement, il y a certains perturbateurs endocriniens qui sont cachés derrière le mot parfum. Donc malheureusement, c'est très difficile là de vous donner un chiffre, mais on sait qu'il y a beaucoup de phtalates encore présents dans les parfums. Il y a aussi des substances synthétiques qui remplacent des muscs qui étaient utilisés, comme l'hexaméthylindénopyrane, voilà, si quelqu'un connaît cette molécule, mais qui est présente dans beaucoup de formulations de parfums, comme Dolce Gabbana ou j'ai même plus en tête, mais il y a plein de... Oui, voilà. C'est un musc synthétique très, très utilisé dans les parfums. Voilà. Il y a aussi les PFAS, mais là, il n'y a que 300 cosmétiques en décembre 2025. Il n'y avait que 300 cosmétiques globalement en France qui contenaient encore ces fameux polluants éternels. Donc, heureusement, cette liste diminue. Yuka existe depuis 2017, il me semble. Du coup, depuis toutes ces années, est-ce qu'on voit une évolution, peut-être une évolution à la hausse ou à la baisse sur certaines familles de produits, de certains perturbateurs endocriniens? C'est quoi la tendance globale? Ouais, alors oui, on est présent depuis 2017 dans l'alimentation, un peu moins dans les cosmétiques. Il me semble que c'est 2018 ou 2019 dans les cosmétiques. Mais en tout cas, on voit une tendance sur certains ingrédients qui sont réglementés. Heureusement, quand il y a une réglementation, on voit très clairement des perturbateurs endocriniens diminuer en utilisation, pas se stopper totalement. Il y a par exemple le Lilial, qui est une substance parfumante qui a été interdite en 2022, interdite totalement dans les cosmétiques. Pourtant, on en trouve encore dans des parfums, encore des parfums de luxe très très connus. Les listes d'ingrédients sont... Enfin, ça veut dire que ces produits sont encore sur le marché, et donc c'est pas que Yuka qui le dit. C'est d'ailleurs à cause de cette substance-là qu'il y a le plus de retraits-rappels en Union européenne. Encore en 2024, la présence de Lilial, ça représente 97% des retraits-rappels dans les cosmétiques. Ta question, c'était si on voyait des diminutions. Les parabènes, on a vu par exemple une diminution au fur et à mesure du temps, mais il aurait fallu avoir une base de données présente depuis beaucoup plus longtemps pour voir des choses très significatives. Par exemple, les parabènes, il y avait une étude de 2005 qui montrait que potentiellement, on pouvait considérer que 10% des cosmétiques contenaient encore des parabènes.
bon, c'était pas que français, donc à extrapoler, c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, en France, là, maintenant, dans les shampoings, il y a seulement 2% des shampoings qui contiennent encore des parabènes. Okay. Après, juste pour compléter, peut-être sur les parabènes, c'est surtout les parabènes à longue chaîne. Les parabènes qui ont des courtes chaînes carbonées sont beaucoup moins nocifs et d'ailleurs étaient très bien tolérés et connus depuis plus de 50 ans. Et la problématique qu'on a pu rencontrer en supprimant tous les parabènes, c'est ce qu'on a évoqué aussi tout à l'heure, c'est que du coup ça a été remplacé par autre chose. Donc on ne connaît pas finalement les effets, alors que les parabènes qu'on utilise depuis très longtemps, finalement pour certains, pour ceux à chaîne courte, étaient bien tolérés. Donc voilà, il y a eu un peu aussi un lobbying aussi, enfin ça a été aussi poussé par le consommateur que les industriels arrêtent de mettre des parabènes dans leur formulation, que ce soit des chaînes courtes ou des chaînes longues, puisque quand on regarde Linky, on voit parabènes et du coup on le repose. Mais voilà, peut-être juste pour nuancer sur les parabènes. Et donc peut-être que ceux qui sont encore présents sont ceux qui ne sont pas nocifs et qui sont à chaîne courte, et donc bien tolérés. Oui, ils sont mieux tolérés parce que, oui, effectivement, ils pénètrent moins la peau aussi et ils se lient moins facilement aux récepteurs hormonaux, mais ils restent avec une petite activité endocrinienne tout de même. Mais oui, c'est vrai que la question de la substitution est hyper importante dans les cosmétiques. Je me permets de compléter, juste effectivement, ça a été remplacé. Donc on l'a remplacé par des MIT. Les MIT, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des méthylisothiazolinones et des méthylchloroisothiazolinones. Ça aussi, c'est juste hyper néfaste, aussi bien pour nous que pour l'environnement. Donc, ouais. Et puis sur le marché, effectivement, il y avait, tu disais qu'il y avait encore beaucoup de produits restants. Mais juste un petit rappel, parce que je ne sais pas quelle est la proportion ici. Est-ce que vous savez de quoi on parle quand on parle d'un cosmétique ? Parce qu'en fait, on a le parfum dedans. Il y a beaucoup de personnes justement qui croient qu'un cosmétique, c'est juste du rouge à lèvres. J'ai encore fait une table ronde côté opticien. Pour eux, le cosmétique, c'était juste du rouge à lèvres et c'était juste un produit destiné aux femmes. Donc, quand on est en 2026 et on entend ça, juste, je me permets de vous demander, est-ce que réellement vous savez de quoi on fabrique ? Qu'est-ce qu'on fabrique ? Un dentifrice, c'est un cosmétique. Un parfum, c'est un cosmétique. Un vernis à ongles, c'est un cosmétique. Un liminant pour bébé, c'est un cosmétique. Voilà, donc juste pour recadrer, désolée, je ne vous connais pas tous. Mais voilà, c'était juste pour resituer un petit peu. Et alors, du coup, je vais enchaîner sur une question pour toi, Sandrine. Si on remonte du coup encore plus loin sur justement la fabrication des cosmétiques, on peut du coup aller sur les enjeux plutôt liés à l'agriculture. Est-ce que là, on observe d'autres tendances sur des perturbateurs endocriniens qui seraient du coup effectivement dès l'amont de la formulation ? Alors effectivement, c'est un gros sujet. Moi, mon expertise, du coup, c'est l'éco-conception. Donc, je travaille vraiment le développement d'un produit de la graine jusqu'à la fin de vie. J'inclus le packaging, j'inclus la fin de vie d'un emballage plus une formule. On parle d'éco-toxicologie. Et quand on vient un petit peu au début, la graine, moi, du coup, ça m'emmène carrément sur le terrain avec les agriculteurs pour comprendre comment elle pousse cette graine. On est en 2026, on vit un réchauffement climatique, on vit un effondrement de la biodiversité. Tout ça impacte notre sourcing à nous, industriels. Qu'est-ce qu'on va sourcer demain ? Peut-être que la rose de Grasse, ça sera peut-être plus la rose de Grasse, parce que du coup, elle va pousser à Lyon. Donc, on va l'appeler comment ? La rose de Lyon, à côté de la rosette. Bon, je vous laisse juge. Mais du coup, voilà, on est sur des questionnements territoriaux, de se dire comment on va cultiver nos plantes. Sur quel territoire, maintenant, ces plantes vont s'adapter. Comment elles vont s'adapter à la sécheresse, à des inondations. Bref, il y a tous des sujets de tension hydrique aussi qui vont se poser en plus du climat, de la biodive, etc. Donc, on se pose ces questions-là. Et moi, ça m'emmène à voir sur le terrain comment je choisis une plante pour mon produit. Enfin, pour les produits de mes clients, notamment. Et donc, du coup, c'est de se dire, voilà, je vais chez un agriculteur qui est installé en bio, qui est installé en conventionnel, etc. Et je vais comparer. Je vais regarder les méthodes. Comment cet exploitant, justement, travaille. Derrière, mon job, si je fais de l'éco-conception, c'est calculer un impact carbone. Donc, on a des calculs d'impact. Et donc, tout ça, on revient à la terre. Comment la plante, elle pousse ? Dans quel environnement cette plante qu'on va extraire d'un sol, qu'est-ce qu'elle a pu manger, si vous voulez, comme nutriment. Et sauf que des fois, à la base, on voit la première chose qu'on voit en paillage, c'est des bâches plastiques.
C'est bon, vous l'avez l'image, je vous la fais pas. Bah, du coup, quand on prend cette graine qui s'est nourrie de particules plastiques, bah, déjà, il est là le problème. Donc moi, ce que je propose avec mes agriculteurs, c'est de leur dire, OK, moi, je veux bien bosser avec vous, travailler votre filière, mais par contre, on change vos méthodes, vos façons de faire. Donc, il faut s'adapter. Il y a des choses qui existent aujourd'hui en coton, en textile, en fibre. Il y a des choses qui sont en train de naître avec des cheveux. Donc c'est Capilum qui fait ça. Il récupère les cheveux chez les coiffeurs, les déchets de cheveux là, et donc du coup il en fait un espèce de tapis, un paillage pour justement remplacer ces bâches de plastique qui sont à la base même des sols de nos sourcings en fait, de nos plantes. Parce que tout ça, nous on le récupère. On a des lois qui nous obligent à la fin, justement, de calculer l'impact de nos plantes et de nos produits. Balea Nature, vous pouvez très bien nous en parler aussi, parce que vous faites le job de se dire, OK, comment on évacue, comment on enlève tous nos polluants à la fin du produit. Mais si on remonte la filière, et si on évacue les premiers polluants à la base, bah, je vous assure que déjà, ça va changer pas mal de choses, quoi. Donc, on évite le plastique sur cette partie-là. Après, au niveau des contenants, alors peut-être qu'on en parlera après, ouais, des contenants. Mais voilà, donc déjà, c'est ce sujet-là d'éco-conception, de lier en fait l'agroécologie avec la cosmétique. C'est des choses qui sont en train de se faire. Moi, en tout cas, ça fait 6 ans que je suis dedans, les bottes et les mains dans la terre avec les agriculteurs pour comprendre, changer les mécanismes et pour comprendre aussi comment nous, quels sont nos besoins par rapport à eux, leurs demandes. Donc... effectivement, Pauline, peut-être le lien avec les impacts santé, avant de passer à la question du contenant. Effectivement, on verra un cas de reformulation chez SVR qui a impliqué le sujet effectivement du packaging. On va le voir juste après. Mais avant ça, peut-être sur les impacts santé les plus connus à ce jour en lien avec les perturbateurs endocriniens en cosmétique. C'est vrai que peut-être on n'a pas abordé depuis le début de la matinée en fait les voies d'exposition aux perturbateurs endocriniens et pourquoi il y a cette table ronde cosmétique, c'est qu'en fait la peau fait partie des 4 voies d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc la voie principale, c'est la voie orale. Il y a aussi la voie respiratoire, la voie placentaire, celle qu'on a évoquée avec la transmission de la mère à l'enfant, et puis la voie cutanée. Et quand on parle de voie cutanée, il y a 2 façons possibles d'être exposé. Il y a soit une exposition directe, donc c'est par exemple on se met un produit, on va avoir une toxicité directe sur la peau, donc on peut avoir une réaction cutanée, une irritation, une démangeaison. Et puis on peut avoir aussi une action indirecte, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une pénétration à travers la peau de notre substance perturbateur endocrinien qui va venir par exemple stimuler la glande sébacée qui va produire davantage de sébum. Et donc par exemple aujourd'hui il y a des publications qui montrent que la sévérité de l'acné est directement liée au taux d'imprégnation en bisphénol A dans la peau. Donc ça c'est ce qu'on appelle la toxicité indirecte par la peau. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est important de faire attention aux produits cosmétiques, même si la voie orale reste la voie principale d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Et donc, une fois qu'on sait ça, on se dit, OK, comment on peut prendre en compte cette exposition cutanée et comment on travaille sur les produits pour avoir l'impact minimum finalement sur les mécanismes endocriniens. Donc voilà, et donc ça implique évidemment la formulation, ça implique aussi le choix du packaging et surtout ça implique l'interaction contenant-contenu. Parce qu'en fait, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet cocktail, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Et en fait, l'effet cocktail, c'est vraiment comment 2 substances qui sont perturbateurs endocriniens, par exemple, si on les associe entre elles, elles peuvent annuler l'effet perturbateur endocrinien à la fin. Et dans l'autre sens, si on a 2 substances qui ne sont pas perturbateurs endocriniens, donc on peut imaginer qu'on est hyper content de notre formule, on a formulé avec une charte de formulation très stricte, on n'a pas de mauvaises molécules, et finalement, quand on les associe ensemble, on va avoir ce qu'on appelle l'effet, je suis dans le mauvais sens, l'effet cocktail, et donc on va avoir une interaction entre ces 2 substances, et à la fin, quand on teste le produit, on se rend compte qu'en fait, on a un impact positif sur les mécanismes endocriniens. Et donc, c'est pour ça que cette interaction contenant-contenu, elle est vraiment essentielle dans la prise en compte de l'impact perturbateur endocrinien d'un produit cosmétique. Merci. Du coup, je te laisse peut-être présenter ce cas de reformulation. Alors oui, du coup, je peux peut-être plus chez SBR de parler un peu de la charte de formulation. Donc avant la première partie, effectivement, c'est la formulation. Donc nous, on a une charte de formulation très stricte où on a une blacklist d'ingrédients qu'on n'utilise jamais. Et puis, il y a aussi la liste des 906 substances qui sont soit avérées, suspectées ou présumées comme étant perturbateurs endocriniens. Et donc, on s'interdit les 130 substances qui sont avérées, bien sûr, et qui sont interdites aujourd'hui en produits cosmétiques, mais les autres ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, nous, on n'en met pas. On formule 100, c'est 906 substances, donc on s'impose un cahier des charges encore plus important.
On fait aussi attention à la structure chimique des molécules qu'on utilise, parce que certaines peuvent avoir une structure chimique qui va être proche de celle de nos hormones et donc avoir peut être phytoœstrogène, par exemple, si on prend une substance naturelle, et donc venir mimer l'action naturelle d'une hormone alors qu'on n'a rien demandé. Et donc ça, on y fait aussi très attention. Il y a certains ingrédients, comme par exemple la Centella asiatica, qui a une structure chimique qui est proche d'une molécule perturbateur endocrinien, et donc ça peut poser des problèmes. On fait aussi attention au sourcing de nos matières premières. Donc on fait très attention à la toxicité, par exemple, mais maintenant aussi, on s'intéresse aux conditions de stockage, à la provenance de ces matières premières, parce qu'en fait, si on prend une substance naturelle, bio qui plus est, par exemple, donc qui est cultivée sans pesticides, mais qu'en fait, elle est conditionnée dans une cuve avec des PFAS, ça va être problématique, parce qu'en fait, les PFAS, ils vont pouvoir migrer sur notre substance bio ou sur notre plante bio, et in fine, à la fin, amener dans le produit des molécules qui peuvent être perturbateurs endocriniens, alors qu'à la base, ça n'en était pas du tout. Donc ça, c'est la première chose. Et quand on a un doute sur un ingrédient isolé, on fait aussi ce qu'on appelle un test clé-serrure. Donc vraiment pour voir si cet ingrédient peut pas être susceptible d'interagir avec d'autres et de générer un impact endocrinien. Et quand on a le moindre doute, on fait ce test clé-serrure. Et s'il s'avère positif, du coup, on décide de ne pas formuler dès le départ avec cet ingrédient en question. Ensuite, il y a le choix du packaging. Donc là, c'est un peu plus difficile. On va dire qu'on se base sur les connaissances qu'on a acquises au fur et à mesure de nos développements produits pour en choisir un plutôt qu'un autre. Mais parfois, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc là, je voulais vous montrer une illustration d'un développement de produit. Donc, en 2025, on s'est dit super, on a co-construit un produit avec des dermatos, un allergologue, en se disant on va faire un produit avec seulement 6 ingrédients destinés aux peaux hypersensibles, les peaux qui ne supportent rien. Donc avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, dans un pack airless pour vraiment avoir une super innocuité, sans parfum, sans conservateur, avec un flacon en RPET qu'on connaît bien, puisqu'on l'utilise aujourd'hui dans un autre de nos produits qui est testé sans effet sur les mécanismes endocriniens, et avec de l'eau ionisée. Enfin voilà, vraiment, franchement, sur le papier, il n'y avait pas trop de doute. Et puis on l'a envoyé en test. Donc nous, on teste tous nos produits finis sur les mécanismes endocriniens, œstrogéniques, androgéniques et thyroïdiens, par un laboratoire indépendant qui est spécialiste de la perturbation endocrinienne. Et donc, en fait, quand on a une stimulation, on le voit, je vais vous montrer juste après, et donc là, on sait qu'il y a un problème, donc on doit réfléchir à ce qu'on fait. Donc, on envoie notre test au laboratoire Watchfrog, et voilà comment ça ressort. Donc, juste pour vous expliquer, vous voyez ici, il y a un petit point bleu. Donc là, on est sur l'axe thyroïdien, on teste aussi sur l'axe œstrogénique et sur l'axe androgénique, soit en conditions non stimulées, soit donc c'est sur des larves de têtards que ces tests sont réalisés, donc c'est considéré comme étant non modèle animal, sinon ce ne serait pas possible. Et ici, c'est en état stimulé, c'est-à-dire qu'on a mimé par exemple une grossesse ou une puberté. Et on voit que sur l'axe thyroïdien, on a une surstimulation de notre produit fini à 277%. Et donc bien sûr, et par contre sur l'axe œstrogénique, on était à 0, et sur l'axe androgénique, on était aussi à 0. Donc là, on a été juste un peu décontenancé, en se disant, OK, notre produit n'a que 6 ingrédients dans un packaging qu'on connaît déjà super bien, et pourtant, on a une stimulation thyroïdienne qui n'est pas normale et qui n'est pas acceptable. Donc, on n'a pas lancé notre produit, on a retravaillé, et ce qu'on a fait, c'est comme le verre est inerte, on a testé notre formule dans un packaging en verre, et là, pour le coup, c'était négatif. Donc, on a compris que le problème venait du packaging, et pas de notre formule. On a retravaillé, on a changé le packaging, et donc on est passé à un packaging en polypropylène, et là, vous voyez que ça a complètement changé la donne. On était bien à 0 sur les 3 axes, thyroïdien, œstrogénique et androgénique. Et donc, 1 an plus tard, on a été capable, du coup, de relancer notre produit en ayant compris, en fait, ce qui se passait et en ayant modifié des choses. Et c'est là où je voulais vraiment insister sur ce truc d'interaction contenant-contenu, parce qu'on ne l'a pas forcément en tête. Mais finalement, quand on voit ça, on se rend bien compte que aussi bien le maximum d'ingrédients naturels qu'on peut avoir, que ce soit bio ou non bio, qu'on ait peu d'ingrédients, qui soient biosourcés, etc., finalement, quand on ne teste pas l'interaction contenant-contenu, en fait, on ne peut pas savoir. Donc voilà, ça c'était pour vous illustrer un exemple qu'on a eu chez nous. Et donc, on travaille vraiment dans ce sens-là pour vraiment essayer d'améliorer nos produits au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est parfait partout, mais en tout cas, on y travaille et on est accompagné de nombreux experts, justement, pour continuer d'apprendre et continuer d'améliorer la qualité de nos produits. Et l'exemple, si je peux me permettre, l'exemple est top. Pauline, parce que du coup, le RPET, alors du coup, c'était j'enchaîne direct. Le RPET, c'est ces nouveaux matériaux qu'on va voir de plus en plus sur le marché. Donc, c'est la loi PPWR qui nous arrive là. Je vois des hochements de tête, donc c'est bien, dans la salle, vous êtes au courant. Nous, on le prend un petit peu comme un...
C'est, je sais pas, le taureau qui arrive d'un coup là, parce que ça va nous imposer du RPET, du RPEHD. Donc c'est des nouveaux matériaux. C'est du plastique recyclé, donc le PET. RPET, donc PET recyclé, ok. RPET, donc nouveaux matériaux. Il y a eu des dernières études 2024 qui sont sorties. Et en fait, ce matériau-là, donc ces nouveaux matériaux, donc RPET ou bien RPEHD, enfin, c'est des plastiques recyclés, relarguerait 30% de NIAS. Donc les NIAS, c'est les particules qui ne sont les particules qu'on ne rajoute pas. 30% de choses qu'on ne connaît pas. C'est pas nous qui les avons ajoutées, c'est pas le fabricant du pack qui les a ajoutées. Donc là, on est dans une industrie complètement... on n'a pas de data, on n'a pas d'infos, on a juste ce type de choses que vous faites avec Watchfrog. Imaginez que nous, cette réglementation PPWR nous oblige à avoir, alors j'ai plus les dates, peut-être que vous l'avez, Léa Nature, on est à 65% de plastique recyclé à 2030, je crois. Un truc comme ça. Bon, on n'est pas loin. Mais du coup, voilà, on va arriver avec une utilisation massive de ces plastiques recyclés qui relarguent des choses qu'on ne connaît pas encore. Donc, vous imaginez, d'un point de vue santé publique, ce que ça va donner. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est sûr qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, dans la réglementation cosmétique, on nous impose d'utiliser un certain pourcentage de packaging avec du plastique recyclé. Donc, nous, comme on fait des tests sur tous nos produits, je peux vous dire que parfois, ça se passe bien. Parce qu'effectivement, les tests ils ressortent sans impact sur les mécanismes endocriniens, il n'y a pas de souci. Mais parfois, ça interagit avec une substance de la formule qu'on ne connaît pas. Et en fait, du coup, c'est problématique. Donc, ça veut dire qu'il faudrait tout tester tout le temps. Et effectivement, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il y a peu d'entreprises du coup, qui font ces tests sur produits finis. Très peu, hein, ouais. Mais c'est vrai que ça peut poser la question. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous impose dans la réglementation. Et effectivement, ça peut devenir problématique. Mais voilà, on est quand même obligé de composer avec ça. Donc, je pense que vous êtes soumis à la même chose. Et donc, voilà. Et puis là, c'est que le PAC, on parle que PPWR. On a aussi d'autres réglementations. Tu veux qu'on en parle maintenant ? Alors, on va passer à la réglementation juste après. À la limite, on peut se garder ça juste pour tout ça. Je voulais juste rebondir à nouveau sur la partie santé pour parler des périodes de vulnérabilité. Pardon, je ne sais pas s'il y en a une d'entre vous qui veut, peut-être Zoé, sur ça. Effectivement, c'est très important en cosmétique. Oui, des luminants, on parlait de... Voilà, il y a des produits effectivement à tous les âges. Donc, tout à fait. Est-ce que c'est pris en compte ? En fait, on en a parlé depuis ce matin dans les différentes thématiques. Donc, les périodes de vulnérabilité, c'est vraiment la petite enfance quand l'enfant est en développement, à la fois quand il est à l'intérieur du ventre de la maman et quand il est en développement pendant les 3 premières années de sa vie. Et donc, cette période de vulnérabilité, c'est parce que son cerveau est en développement, tous ses organes sont en développement, et donc une perturbation d'une hormone. Donc, juste, je reviens sur l'utilité d'une hormone dans un corps, c'est pour transporter un message entre les organes. Donc une hormone, c'est pour dire au cerveau, au cœur, de faire une action. Enfin, globalement, c'est ça, c'est pour transporter un message. Et donc d'imiter, bloquer, perturber une hormone, ça peut complètement impacter un métabolisme entier. Donc là, on parle de la prise de poids, on parle du sommeil, de la fertilité, on parle de l'appétit, du comportement. Donc beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le développement de l'enfant au début de sa vie. Donc évidemment, la période de vulnérabilité, c'est aussi pour les mamans qui sont en train de concevoir. Les papas, on a vu avec les parabènes qui peuvent avoir une fertilité diminuée à cause de cette... de l'exposition à ces substances. Mais voilà, c'est vraiment les enfants la principale problématique. Et on peut être exposé en étant enfant et avoir des effets sur notre santé visibles et concrets à la puberté, à l'âge adulte, ou voire plus tard encore dans la vie.
Oui, et donc effectivement, il y a cette période des 1000 premiers jours de vie. Donc les 1000 premiers jours de vie, c'est vraiment les 9 mois de grossesse et les 2 premières années de vie de l'enfant. Mais d'une manière plus générale, c'est vraiment toute la petite enfance qui est à prendre en compte, et aussi la période de préconception, comme on a vu tout à l'heure. Et aussi, je voudrais quand même qu'on mette en avant la période de la puberté, parce que la puberté, c'est quand même aussi une période de grands changements hormonaux, et donc ça fait aussi partie des périodes de vulnérabilité. Et donc voilà, le message, il est pour la petite enfance bien sûr, mais après c'est aussi important avec les adolescents de pouvoir les sensibiliser à ça. Et donc du coup, je dis toujours, parce que ce sujet peut quand même être assez anxiogène, surtout à la fin d'une journée comme aujourd'hui, et de se dire en fait, à partir du moment où on sait, même si on a déjà des enfants plus grands, c'est jamais trop tard. On peut encore mettre des choses en place à la maison, on peut changer un petit peu nos petites habitudes du quotidien, parce que ça c'est un pari pour l'avenir, pour aussi transmettre à nos enfants, à nos ados, comment faire quand eux-mêmes après seront parents, etc. Et du coup, c'est jamais trop tard. Donc voilà, c'est juste un petit message positif, on va dire, dans toute cette journée, et surtout après la table ronde d'alimentation où on ressort un peu plombé en se disant bon, finalement, les cosmétiques à côté de ça, ça paraît un peu superflu, mais on en utilise beaucoup. Donc voilà, donc pas oublier la puberté, je pense qui est importante aussi en complément de ce que tu disais. Et pour rester sur le sujet enfant, du coup, on a le nouveau label. Vous en avez parlé vite fait ce matin, Léa Nature, donc Dermascore qu'on attendait, qui est arrivé. Donc, on va voir justement les critères. Voilà. Donc, soyez juste informés d'un nouveau label qui arrive dans le milieu cosmétique pour la petite enfance et la détergence en plus. Alors, on va faire le lien avec la réglementation. Je sais que pour certains aspects, il y a un recul. De toute façon, il y a un recul sur pas mal de choses, sur des dynamiques qui allaient plutôt sur de la transition écologique, et on voit qu'on revient en arrière au niveau européen. Je crois savoir que dans le secteur cosmétique, il y a aussi un recul sur certains aspects, mais j'ai l'impression que ça s'accompagne aussi d'une avancée par d'autres aspects. Donc, comment est-ce qu'on arrive à comprendre ça? C'est quoi le contexte global réglementaire aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens en cosmétique? Je pose un peu la question à toutes les trois, parce que je crois que toutes les trois, vous avez un peu un avis sur la question. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Sandrine, peut-être. Alors moi, je suis pas réglementaire. On n'a pas de profil réglementaire à proprement parler. Mais alors, du coup, si j'en parle, c'est juste de façon à accompagner les marques. Du coup, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit ce tsunami réglementaire en amont, en aval, de se dire que on doit tout transformer. On voit qu'on est dans une société qui change, qui évolue. Nous, l'industrie, elle doit évoluer aussi. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. On a notamment la DERU. La DERU, c'est la réglementation sur les eaux résiduaires. Donc, on est une industrie. Donc, on a des eaux usées. Donc, ces eaux usées, elles transportent beaucoup de molécules, de substances chimiques qui atterrissent dans nos nappes phréatiques, qui atterrissent dans nos rivières, nos océans, etc. Donc derrière, il faut comprendre que cette réglementation-là, on l'attendait depuis belle lurette. Sauf que nous, on est une industrie toujours un peu la dernière du carrosse. Si on prend les filières REP, les REP, nous, on est l'industrie qui est tout le temps plus tard. C'est un petit peu comme l'affichage environnemental. Toutes les industries y sont passées. Nous, on attend encore la nôtre, l'affichage environnemental, vous voyez. C'est comme le Nutri-Score, mais pour le climat et tous les impacts environnementaux. On ne l'a toujours pas, ça va arriver, on ne sait pas quand. Mais du coup, sur la DERU, cette loi, cette directive, en tout cas, nous oblige à récupérer nos eaux usées. Vous êtes au courant, les limites planétaires, on a franchi une limite planétaire. Ok, merci. On a franchi la limite planétaire du cycle de l'eau douce en 2022. Là, on vient de franchir la 7e, là, cet été, sur l'acidification des océans. Du coup, le sujet de l'eau, en fait, est très prenant dans notre industrie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y a juste plus d'industrie. Donc, on a plutôt une attention particulière de se dire comment on revoit nos industries. Comment on revoit cette façon de faire peut-être en circuit fermé. Donc, c'est déjà des choses que les labos sont en train de faire. Vous êtes dessus. Léa Nature, certainement. Il y a Fabre qui va sortir l'usine sèche, normalement, je ne sais pas, 2027, je crois. Donc, il y a des choses qui arrivent. Mais en tout cas, on a l'obligation aussi de travailler cette notion de filtrage de nos substances derrière. Aujourd'hui, il faut savoir qu'aucun filtre sur le territoire national n'est équipé de filtres suffisamment, de taille conséquente, en tout cas pour toutes les molécules qu'on met sur le marché.
Aujourd'hui, on laisse passer des micro-substances, enfin, je ne sais même pas les quantifier, micromolécules, je ne sais pas, des choses tellement petites que nos filtres actuels laissent passer. Donc après, derrière, alors c'est bizarre, je n'ai pas entendu ces mots, alors peut-être que ce n'était pas trop le sujet, d'antibiorésistance, je ne sais pas si ça vous parle, mais nous aussi, on est dans une industrie qui participons à comment dire ça, à cette pollution-là. Donc on a parlé beaucoup de pollueurs-payeurs. Bah, là, du coup, on a cette obligation en termes d'industrie pétrochimique de payer aussi, de participer à cette note-là. Et je crois que la facture, elle s'élève à, je ne sais pas, des milliards d'euros, un truc comme ça. Enfin bref, c'est faramineux. Évidemment que l'industrie ne sera peut-être pas en capacité de payer ça toute seule, quoi. Enfin, je ne sais pas. Mais il faut comprendre aussi que nos réglementations, elles sont amont, aval. Et que tout ce qu'on boit, tout ce qu'on a enfin, au sujet de l'eau, c'est hyper important de l'associer aussi à nos industries qui ne fonctionnent pas normalement aujourd'hui, quoi. En tout cas, pas tant qu'on aura des filtres pour filtrer tout ça. Et est-ce que peut-être certaines veulent dire un mot sur justement... Alors, il y a la loi AGEC, la 2020, qui prévoit justement d'avoir un affichage obligatoire des perturbateurs endocriniens qui font partie de la composition. Il y a les PFAS qui vont être retirés d'ici 2020. Dans la réglementation, mise en application pour 2026 dans l'industrie cosmétique et textile. Comment l'industrie aujourd'hui, est-ce qu'elle est prête face à ces réglementations-là? Comment elle se prépare sinon aujourd'hui? Moi, je voulais... Pour toutes les deux. Ouais. Oui, ouais. Si tu veux répondre sur... Oui, je voulais compléter en fait sur les réglementations actuelles. Du coup, oui, il y a les PFAS, il y a eu quelque chose en France, donc c'est local, c'est qu'en France, alors que notre réglementation cosmétique, c'est européen, mais c'est quand même une bonne nouvelle et il faut le souligner, une interdiction des PFAS dans les cosmétiques. Donc là, c'est actuellement depuis le 1er janvier 2025. En Union européenne, voilà, 2026, peut-être plus tard, on verra. Mais c'est à souligner. Il y a aussi une bonne nouvelle, c'est d'ici juillet, il y aura par exemple plus d'allergènes qui seront obligatoirement mentionnés sur une liste d'ingrédients. Et c'est quoi le rapport avec des perturbateurs endocriniens? Parce que, donc, j'en parlais tout à l'heure, les parfums, c'est les seuls cosmétiques où il y a où il n'y a pas l'obligation de mettre l'entièreté des ingrédients sur une liste d'ingrédients, à part si ces ingrédients ont une propriété d'allergène, enfin s'ils risquent de causer des allergies de peau. Et dans certaines de ces substances, il y en a qui sont des perturbateurs endocriniens. Et donc d'ici juillet 2026, il y aura notamment l'hexaméthylindénopyrane, aussi appelé le galaxolide, aussi appelé un musc synthétique, qui sera obligatoire d'être mentionné sur une étiquette. Donc ça, c'est une avancée parce qu'on pourra mieux détecter, enfin, c'est quand même la base de savoir ce qu'il y a réellement dans un cosmétique. La troisième bonne nouvelle, c'est l'octocrylène. On a fait une action Yuka avec l'ENSES en 2023 pour quantifier le nombre de produits cosmétiques, enfin de produits solaires qui contenaient de l'octocrylène. Il y avait 36% des formulations qui en contenaient. Et donc, l'ENSES a fait un rapport et il est actuellement en discussion au niveau européen pour très fortement restreindre, mais on parle d'une restriction à 0,001%, donc une quasi-interdiction de ce filtre UV qui est un perturbateur endocrinien. Donc c'est une bonne nouvelle que ce soit, qu'il y ait des avancées. Mais par contre, il y a une inquiétude sur la réglementation qui est en train de reculer au niveau des cosmétiques. Donc c'est l'Omnibus 6. Donc c'est en fait, qu'est-ce que c'est qu'un omnibus? On en entend parler dans plein de secteurs, mais c'est une série de lois qui vont être changées au niveau européen. Donc ça touche plusieurs textes en même temps. Et là, dans les cosmétiques, ça touche aussi le texte sur la réglementation sur l'étiquetage des risques. En tout cas, il y a un principe dans la réglementation cosmétique, c'est quand un ingrédient est classifié CMR, donc cancérigène, mutagène et reprotoxique,
normalement, il est censé être interdit d'ici 18 mois dans un produit cosmétique. Le temps que les industriels se mettent à jour, qu'ils changent leur formulation, etc. Donc 18 mois. Et là, il est en train d'être discuté actuellement d'élargir ce temps pour que ça soit 6 ans après la classification d'une substance comme étant cancérogène, mutagène et reprotoxique. On parle quand même des substances les plus dangereuses qu'on puisse utiliser dans un cosmétique, enfin parmi les plus dangereuses. Et donc il y a deux choses, c'est ce temps qui serait allongé et d'élargir un peu la liste des dérogations possibles. Donc typiquement, quand il n'y a pas d'alternative suffisamment économiquement considérée comme équivalente, il pourrait y avoir une dérogation pour continuer à utiliser pour toujours cet ingrédient alors qu'il est classé CMR en Union européenne. Donc ça, la Commission européenne a assumé le terme de dérégulation. Donc c'est assez important de le souligner. C'est en ce moment, là, ça se passe. Voilà, il y a des pétitions en cours. C'est vraiment un sujet hyper actuel du moment. Voilà. Et... Oui. En fait, on a travaillé avec Génération Future pour la rédaction du rapport. On a beaucoup travaillé ensemble pour justement trouver des exemples pour illustrer au mieux ce problème dans les cosmétiques. J'ai rien à ajouter. Alors, je vais faire une transition peut-être du coup pour comprendre un peu mieux du coup le rôle d'un industriel quand il voit ces réglementations-là. En tout cas, une marque, là par exemple SVR, mais ça pourrait être peut-être d'autres s'il y a des exemples peut-être d'entreprises qui auraient été notées d'une certaine façon par Yuka et puis qui auraient émis des retours, peut-être des marques avec lesquelles tu as pu travailler, Sandrine. Peut-être d'abord, Pauline, comment est-ce que ça s'articule aujourd'hui, ce lien entre là, une démarche qui est propre à SVR, la réglementation, l'innovation, voilà. Est-ce que l'idée, c'est d'être en avance sur la réglementation pour justement anticiper ces risques-là, ou au contraire, est-ce qu'on observe un peu une forme d'attentisme ? Alors, je ferai une réponse nuancée. Je pense qu'on n'a pas toujours en tête forcément ce que va devenir la réglementation. Donc, moi, j'ai l'impression que chez SBR, on a été assez en avance sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'on en parle depuis plus de 10 ans et qu'au début, dans les réactions dans l'environnement cosmétique, c'était « il n'y a pas de sujet ». Donc, au départ, ça a été plutôt on nous rabat le caquet en disant « il n'y a pas de sujet ». Et on n'a pas lâché, on a quand même continué à travailler, à renforcer notre cahier des charges, à faire des tests, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs marques qui prennent le sujet, donc il y a bien un sujet. Donc là, je dirais qu'on avait été plutôt avant-gardiste et qu'on a continué notre petit bonhomme de chemin, même si on était un peu décriés, etc. Et on a bien fait. En revanche, je pense que par exemple, là, la réglementation sur l'IPIFAS, on ne l'avait pas forcément vu venir. Et surtout, on n'avait pas conscience que dans les cuves, par exemple, de formulation, dans les conditions de stockage des matières premières, il pouvait y avoir des PFAS. Et donc ça, en fait, c'est un peu la découverte. Et donc du coup, on doit se mettre en ordre de bataille, justement, pour se dire, OK, comment on améliore, comment on change, comment on remplace. Mais ça, on ne pouvait pas l'anticiper, par exemple. Et donc après, effectivement, quand il y a une réglementation à mettre en place, on fait le nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, c'est plus ou moins simple et ça prend plus ou moins du temps. Mais bien sûr, on se met au diapason de la réglementation. Mais ce n'est pas toujours possible de l'anticiper, je pense. Ouais, tu vois, moi, c'est exactement ce travail que je fais avec les agriculteurs, c'est de chasser les polluants dès le début. Donc, les bâches plastiques, on les remplace. Les cuves, pour transporter les huiles, une fois qu'elles sont déjà distillées, etc., on prend pas du PEHD, mais on prend de l'inox, etc. Donc ça, c'est exactement le travail qu'il faut faire en amont avec le fournisseur d'ingrédients. Parce que vous voyez bien le schéma, le produit, il arrive, la plante, il faut bien la transformer. Dans quoi elle est transformée ? Dans quoi elle est distillée ? Les matériaux, les mécanismes. Il y a un travail de dingue en amont, en fait. Et plus on chasse ces problèmes en amont, plus à la fin, nous, on a des produits nickel, en fait. Enfin, nickel. Sauf s'ils interagissent avec le contenant. Alors, il y a peut-être ce sujet-là aussi, on en discutait sur les interactions contenant-contenu qu'il faut comprendre. Notre industrie, elle va vers de plus en plus de naturalité. La naturalité,
Bon, elle est normée, mais c'est surtout qu'elle... je ne sais pas comment vous dire ça. Elle parle. C'est comme un plastique. Le plastique, on dit qu'il est vivant. Les deux parlent ensemble. Donc, ça migre. Vous voyez le schéma. Si on a des éléments qui sont très synthétiques, pétrochimiques, etc., bah, c'est plus ou moins inerte. Et avec un verre, ça passe bien, c'est inerte. Il n'y a pas de migration, ça parle par les deux. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Mais du coup, vous prenez un ingrédient naturel, une formule naturelle, avec un matériau vivant. Les deux, forcément, ça, en plus, on rajoute à ça les températures, on rajoute à ça plein d'éléments. Les niaces dont je vous parlais depuis le début, c'est 30% qu'on ne sait pas. Moi, je suis persuadée qu'il y a un travail dans la R&D, etc., mais qui est énorme à faire ici, quoi. Donc, mais les laboratoires sont déjà dessus. Après, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, on attend les études sur d'autres nouveaux matériaux qui vont sortir. Ça peut peut-être nous amener vers les solutions, en tout cas les solutions, les innovations. Avant de rentrer plus dans le détail de justement ces solutions, je pense qu'une des choses qui nous viendrait en premier quand on est consommateur, c'est les labels, pour se garantir justement d'une formulation qui serait a priori sans perturbateur endocrinien. Comment aujourd'hui, est-ce que, Zoé, peut-être, les labels peuvent nous prémunir ou pas de présence de perturbateurs endocriniens? Alors, je n'ai pas la science infuse sur tous les labels et sur toutes les conditions qu'ils ont dans leur cahier des charges. Mais par exemple, le bio, on peut considérer que c'est quand même une bonne notion pour choisir, par exemple, un cosmétique. Je vais mettre une petite pincette, un petit astérix à la fin de ma réponse, mais en tout cas, les conservateurs, perturbateurs endocriniens, les texturants, enfin par exemple les silicones, on n'en a pas tant parlé que ça, mais oui, il y a des silicones qui sont des perturbateurs endocriniens utilisés dans plein de cosmétiques. Ils ne sont pas autorisés dans le bio, donc ça c'est une super nouvelle. Après, c'est pas parce que quelque chose, un ingrédient est naturel qu'il est complètement sans danger pour la santé et l'environnement. Je donnerai juste l'exemple du dioxyde de titane, voilà, qui est issu qui est un minéral et qui a été interdit dans l'alimentation parce qu'il avait des risques d'être génotoxique et donc d'endommager notre ADN. Voilà, il est quand même autorisé dans le bio, mais notamment dans les crèmes solaires. Mais en tout cas, il y a quand même dans plein de produits c'est une bonne, c'est déjà bien de se fier à ce type de label. Je ne sais pas si vous avez un autre. Voilà. Moi, je vais peut-être un peu contredire ça. Moi, je pense que le bio, c'est un bon début. Mais le bio, c'est pas exemple de PE en fait. Parce que le bio, c'est aussi des substances naturelles. Et il y a des substances naturelles qui sont des phytoœstrogènes et qui vont en fait avoir un impact, affecter les mécanismes endocriniens, malgré le fait que ce soit naturel et que ce soit une substance présente dans la nature. Donc par exemple, le soja, c'est un phytoœstrogène. Certaines huiles essentielles, c'est pas avéré, mais c'est fortement suspecté. On parle souvent de la lavande, du tea tree. Donc, par exemple, il y a plein de petites filles qui ont des huiles essentielles de lavande dans leur shampoing que les mamans appliquent derrière les oreilles régulièrement. Et ça a montré qu'en fait, ça pouvait avoir un impact effectivement sur les mécanismes endocriniens avec cette utilisation régulière, petite mais régulière, d'huile essentielle de lavande. Donc aujourd'hui, je crois que dans les publications, il y a peu de choses, mais en tout cas, c'est suspecté aujourd'hui. Et puis, il y a toute cette interaction aussi contenu-contenant. Donc, le bio, je trouve que c'est intéressant au départ, mais si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche de se dire je teste aussi dans mon packaging final ma formule, si on n'a pas regardé dans quelle cuve est stocké nos ingrédients bio, etc., en fait, on ne peut pas dire à 100% c'est sans perturbateurs endocriniens, mais je crois qu'en fait, ça, on peut le dire pour rien, finalement. On ne peut pas dire c'est sans perturbateurs endocriniens. On peut dire qu'on travaille en enlevant au maximum les substances qui sont suspectées, qui sont avérées, qui sont présumées. On peut dire qu'on fait attention à la provenance de nos matières premières, aux conditions de stockage, aux conditions de culture. Mais je crois qu'à la fin, tant qu'on n'a pas testé l'ensemble et regardé l'impact que ça pouvait avoir au global, on ne peut pas vraiment dire à 100%. Donc je nuancerai un tout petit peu le bio, parce que le bio, sans doute, c'est très bien, mais pas parfait non plus, je pense. Voilà.
Après, il y a peut-être le label le écolabel. Nous, en ACV, en éco-conception, on travaille beaucoup avec l'écolabel, qui est connu en Europe, plutôt sur la détergence, un petit peu moins en cosmétique, mais c'est en train de changer, j'espère, en tout cas que plus de marques prendront l'écolabel. Puis là, on a parlé justement de ce nouveau label-là. Donc voilà, donc il y a des choses qui évoluent. Après, moi, ce que je dis tout le temps, c'est justement trop de labels, ça tue le label. Et le consommateur, il est complètement perdu. Donc, moi, je fais souvent le test avec plein de labels qu'on peut trouver en cosmétique, VS des plantes à côté. Déjà, tout le monde est perdu. On ne reconnaît même plus nos labels à nous en cosmétique. Et je fais un exercice dans des écoles, des écoles en cosmétique. Donc, elles ne connaissent pas les plantes physiquement, les fleurs, elles ne reconnaissent pas les plantes. Et encore moins les labels qu'on propose, tellement il y en a. Donc, le consommateur, il est juste perdu à tous les niveaux visuellement, alors qu'on devrait connaître d'où on vient. Le vivant qui est en train de dépérir, on ne le connaît même pas. L'oiseau qui passe dans le ciel, je ne sais même pas ce que c'est, quoi. Alors que derrière, on connaît, je ne sais pas, le logo d'un iPhone, le logo, je sais pas, de Nike, que sais-je. Donc, rajouter des labels, c'est bien beau, mais voilà. Après, je pense que ce qu'il faut peut-être garder en tête, et je pense de tout ce qui est maternité, sur les périodes de vulnérabilité, c'est peut-être aussi de dire aux mamans, en fait, finalement, la meilleure solution, c'est d'utiliser le moins de produits cosmétiques possible pendant les périodes de vulnérabilité. Donc, en fait, quand vous êtes enceinte, vous ne mettez pas de vernis à ongles, vous évitez la coloration capillaire, vous mettez un peu entre parenthèses le parfum, si c'est indispensable, vous ne le mettez pas sur votre peau, mais vous le mettez sur vos vêtements. Et en fait, de réduire l'exposition pendant ces périodes de vulnérabilité et de se dire peut-être qu'à certains moments de la vie, ok, on lâche un peu plus, ok, j'ai 40 ans, j'ai mes enfants, etc. Ok, je vais me faire un petit vernis ou une colo, etc. Et ça aura moins d'impact. Mais en tout cas, je le fais en connaissance de cause et du coup, d'avoir ce message aussi. Et on le fait d'ailleurs, nous, chez Esber. Moi, je fais beaucoup de communication, par exemple, un peu sur Instagram, etc., pour les consommateurs, et en ayant vraiment ce message de ne pas pousser à la consommation, et notamment quand on est pendant cette période de vulnérabilité, de se dire, là, peut-être que pendant cette période-là, vous pouvez un peu mettre ça entre parenthèses ou changer d'autres choses au quotidien aussi pour réduire l'exposition quotidienne. Et donc, du coup, le label, je rejoins ce que tu dis, c'est bien, je pense que ça peut aider. Mais en fait, on peut aussi se dire que on va réduire sa routine cosmétique, qu'on va utiliser moins de produits. Et puis, ça rejoint un peu ce qui avait été dit tout à l'heure aussi, de faire avec moins. C'est ça, c'est un petit peu le mot de la fin, quelque part. C'est de se dire que l'industrie aussi, elle est dans cette transition écologique et on va vers peut-être plus de sobriété, en tout cas plus de conscience de ce que nous imposent tous les enjeux qu'on vit actuellement, aussi bien réglementaires que climatiques, etc. Mais qu'on va obligatoirement vers nous aussi plus de sobriété. On est plutôt, je ne sais pas si vous l'avez remarqué les filles, mais avant un produit cosmétique, je sais pas, une crème hydratante, il y avait juste 70 ingrédients dedans. Depuis 10 ans, on a maintenant de moins en moins d'ingrédients dans nos produits, donc on a peut-être 10 à 15 pour les marques engagées. On réduit considérablement nos ingrédients. Donc on va vers ce côté un petit peu de produits minimalistes ou même on a des tendances qui vont vers de la multifonction avec moins d'ingrédients mais peut-être plus d'applications. On a plein de marques, je sais pas, alors si je dois en citer, il y a les petits prodiges, etc. qui font ce type de choses où on a des produits multifonctions avec moins d'ingrédients. Mais sinon, vous prenez des huiles végétales toutes simples et ça fait le boulot aussi. Pour moi, elles sont bio et françaises. Voilà. J'aimerais bien rebondir sur ça, justement sur les attentes consommateurs. Alors, c'est une petite anecdote qui m'a, moi, un peu perturbée. On voit effectivement un mouvement vers la naturalité, un intérêt pour... et puis une croissance quand même, je pense, je n'ai pas les chiffres, mais des marques, effectivement, qui sont plutôt engagées sur les formulations. Pour autant, si on regarde côté influence et marketing d'influence, c'est vrai que ça joue un rôle quand même très important, je pense, pour les marques. Je suis tombée, alors peut-être que certaines connaissent La Petite Gabi, qui est une influenceuse plutôt sur les cheveux bouclés, qui est très connue, suivie par des centaines de milliers de personnes, et qui a décidé, après 12 ans à prôner les marques plutôt naturelles, engagées, de se tourner vers une méthode américaine, plutôt sur des produits conventionnels, type layering. Donc on cumule
vraiment, je crois que la routine comporte 10 ou 15 produits conventionnels et plutôt low cost, justement en disant que ça peut peut-être faire améliorer la texture des cheveux, les rendre plus brillants, etc. Alors, est-ce que sa démarche, elle est 100%... bon, peu importe, c'est pas le sujet. Simplement pour dire que c'est un marqueur quand même qui est intéressant, c'est qu'on voit les réactions et le nombre de vues. Il y a quand même un engouement pour ça. Et je me posais la question justement de est-ce qu'il n'y a pas, là, comme pour la réglementation, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de tendance aussi, une sorte de recul des attentes des consommateurs sur la naturalité? Voilà. Comment est-ce que vous le ressentez, cette tendance? En tout cas, nous, on voit une tendance, du point de vue Yuka, on voit une tendance des consommateurs à vouloir être de mieux en mieux informés, et en tout cas à avoir des informations sur ce qui est dans leurs produits cosmétiques et dans leurs produits alimentaires. Yuka, maintenant, chaque seconde, il y a 80 produits qui est scanné quelque part dans le monde. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a à chaque seconde 80 personnes qui sont informées de ce qu'il y a dans un produit. Donc ça, c'est en nette augmentation. Donc je pense qu'il y a quand même aussi cette volonté de retrouver une confiance avec les produits qu'on consomme au quotidien, et puis d'un peu plus de simplicité et de naturalité. Si je pense que ça, c'est une tendance assez actuelle. C'était juste pour dire que la tendance du layering, on l'a vu il y a 3-4 ans chez Esber et on la voit plus du tout. Je pense que c'est vraiment en train de retomber. Pour moi, c'est plus du tout un sujet d'actualité. La tendance, elle s'inverse plutôt. Et on n'est plus à multiplier les produits et multiplier les couches, etc. Mais plutôt choisir les bons produits à bon escient et de faire attention à ce qu'il y a dedans. Je rejoins ce que tu dis. Donc ce serait plutôt... Moi, je pense que le layering, c'est passé maintenant comme phénomène. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juste un truc, c'est que c'est la K-beauty qui arrive, qui est de plus en plus la K-beauty, c'est la beauté coréenne. Et là, c'est un vrai fléau quand même. Je le dis, tant pis, c'est filmé. Mais honnêtement, moi, en tant qu'experte en éco-conception, je ne peux pas concevoir en fait, ces sujets de layering. Layering, c'est du coup de se dire, pour un rituel de démaquillage, on va utiliser 15 produits. Vous imaginez la tonne de ressources qu'on a dans un seul produit. On en utilise 15, donc imaginez après, derrière, tout le cocktail toxique que vous avez dedans. Enfin, c'est pas... Bref, il y a une question de bon sens aussi. On l'a abordé sur toutes les tables rondes, en cosmétique aussi. Juste, il faut revenir à des choses un petit peu plus réelles. Regardons ce qui se passe autour de nous et est-ce que c'est utile d'avoir 15 produits pour se démaquiller? Juste, voilà. Puis j'ai un bouton, je ne vais pas mettre 15 produits aussi pour juste enlever un bouton. Finito. Est-ce qu'on peut avoir une dernière question avant les questions-réponses? Ok. Un peu le mot de la fin, quand même. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est les initiatives aussi dans le secteur, mais bon, c'est pas grave, peut-être que quelqu'un aura une question sur ça. Inter-entreprise. Juste à toutes les trois, mais du coup très rapidement, est-ce qu'on peut se projeter dans 14 ans, donc en 2040, si je compte bien, ça vient assez vite finalement, 2040 ça paraissait lointain, mais c'est seulement dans 14 ans. Est-ce qu'on peut se projeter et voilà, vous nous dites un petit peu quel serait votre idéal pour l'industrie cosmétique vis-à-vis de ce sujet des perturbateurs endocriniens en 2040? Non, mais déjà, pourquoi 2040? Comme ça. Non, alors c'est vrai que c'est souvent un peu la date. Par exemple, pour les politiques de neutralité carbone, c'est souvent évoqué. Donc on se projette à 2040 généralement, mais ça peut être plus si vous voulez aller plus loin. Bon, peut-être moi, en mot de la fin, et pour répondre à cette question, je pense que peu importe finalement dans combien d'années, je pense qu'en tant qu'industriel, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, zéro, elle n'est pas possible. Et donc je pense qu'en tant qu'industriel, on peut vraiment aider chaque consommateur à réduire un peu son exposition quotidienne en changeant peu à peu nos façons de formuler, nos façons de concevoir nos produits, nos façons de les produire, et aussi nos façons de les proposer finalement aux consommateurs. Et du coup, si tout le monde s'y met, on aura un bel impact, je pense, sur la santé à court, moyen et long terme. Et je pense que c'est ça qu'on peut espérer finalement dans les années à venir, peu importe le timing. C'est que chacun prenne conscience et fasse quelque chose à son échelle pour améliorer la santé des consommateurs. Voilà. Du coup, moi, je dirais de pas du tout aller dans le sens d'une déréglementation, forcément de
d'encore plus encadrer ces cosmétiques qui sont déjà par rapport à des additifs qui sont testés sur des animaux. Enfin là, on va rappeler que les cosmétiques en Union européenne, c'est interdit de tester sur les animaux. Donc on a un niveau de connaissance encore plus bas que pour des substances qu'on peut mettre dans des aliments, et un niveau de connaissance encore plus bas que des médicaments, où là, il y a vraiment toute une batterie de tests très, très strictes qui sont à mettre en place. Donc les cosmétiques, voilà, c'est les produits du quotidien qui sont finalement peu testés, et dont on connaît quand même, où il y a beaucoup de choses à encore découvrir. Donc oui, de revenir vers des choses plus simples, des listes d'ingrédients plus courtes, des ingrédients qu'on connaît, pas innover avec des polymères, plein d'ingrédients nouvellement utilisés et créés. Et puis finalement d'essayer de ne même plus avoir besoin d'utiliser un outil comme Yuka pour choisir un produit, et que en fait la réglementation et tous les produits qu'on peut trouver dans un magasin, ils sont tous considérés comme sains et sûrs pour la santé. Moi, je vous invite juste à regarder un film que j'ai vu il y a sur France 2 la semaine dernière. C'est France en 2100. Vous l'avez vu, et voilà, pour moi c'est le mot de la fin. Regardez-le, il est en replay sur France 2. Pour moi, les industries, elles devraient se conforter à ce monde-là. C'est un monde un peu, on part un petit peu en futurologie. Le réalisateur est parti vraiment dans un monde vraiment bas carbone. Comment tous nos territoires sont pensés, toutes les industries sont pensées. Alors, il ne parle pas de l'industrie pétrochimique, bizarrement, mais ah ouais, j'ai raté ça alors. Mais voilà, il y a en tout cas repartir sur des choses un petit peu plus de bon sens, des choses qui nous refont un petit peu vivre avec le vivant. Voilà. J'ai pas d'autres mots, juste regarder France 2. Merci. On va prendre quelques questions peut-être, s'il y en a. Une, deux. Oui, merci pour cette présentation. Alors jusqu'à maintenant, j'utilisais peu de cosmétiques. Là, je suis moins emballé maintenant. Alors j'ai une question. Effectivement, donc, il y a des cosmétiques qui sont proches des produits de beauté, j'ai envie de dire. Et il y a des cosmétiques qui sont peut-être plus des dispositifs médicaux ou des médicaments. Les DM, ouais. Par rapport à ce que vous avez indiqué. Donc moi, j'aimerais savoir comment fonctionne le système d'alerte quand on peut recueillir des problèmes, des signalements. C'est-à-dire, imaginons qu'à différents endroits, on ait des apparitions de réactions sur des individus. Est-ce qu'il y a un système d'alerte qui permet de remonter des informations vers une agence et comment les traiter vers les industriels ? En fait, c'est au niveau de chaque entreprise. On a un système de cosmétovigilance quand c'est la cosmétique, de matériaux-vigilance quand c'est le dispositif médical et de pharmacovigilance quand c'est le médicament. Et donc, quand il y a une problématique avec un consommateur, en fait, c'est remonté au service concerné et donc, du coup, c'est traité. Enfin, en tout cas, pour la cosmétovigilance, nous, on a un service en interne. Donc, en fait, il y a une réclamation consommateur qui est faite soit par le pharmacien, soit par le médecin, soit par le consommateur directement. Et bien sûr, c'est pris en compte. Et on recense en fait tous ces cas de cosmétovigilance. Et ça nous amène parfois à reformuler un produit cosmétique parce que tel ingrédient a fait réagir trop de personnes, tel ingrédient a suscité trop de réactions allergiques, etc. Et en fait, ça peut être parfois, parfois c'est sur une réaction cutanée, parfois ça va être sur un problème de contenance, par exemple, en fait, au niveau de la production. En fait, le robot n'a pas produit 100 ml, mais seulement 80. Donc ça, c'est remonté aussi par les consommateurs. Donc voilà, il y a plein d'aspects et bien sûr, c'est pris en compte et on les traite et on les considère. En fait, c'est pareil que l'alimentaire. Mais bon, sur la partie, en tout cas, on remonte l'information, il y a des choses qui sont faites pareil, en fait. C'est la cosmétovigilance. S'il y a des phénomènes de réaction cutanée, ça rentre dans la cosmétovigilance.
Les effets délétères après. Voilà. Donc il n'y a pas, au sens pour les médicaments de pharmacovigilance, vous avez simplement une vigilance du revêtement, quoi. Non, est-ce que la route est abîmée par le produit, par la voiture ou pas, quoi. Mais c'est pas plus que ça. Et c'est un peu pareil dans l'alimentation. On ne sait Oui, pas non, mais- si tel aliment qu'on va ingérer, finalement, à long terme, peut Je suis avoir ou d'accord, pas, mais ça se mange pas. Donc c'est plutôt pour soigner la peau. Donc moi je mets plutôt les cosmétiques du côté du soin, pour faire joli. Je suis d'accord, mais c'est quand même plutôt du côté du soin. Pas toujours, Ouais. parce que les produits dermatologiques, par exemple, c'est aussi pour prendre en charge des affections cutanées. On parle d'acné, de dermatite atopique, de psoriasis, et Donc du ça coup, on soigne. vient accompagner les traitements médicamenteux Donc pour ça prendre en soigne. charge des pathologies. Ça soigne. Donc ça soigne, Ça on est accompagne d'accord. au traitement. Ce serait Oui, faux bien de dire sûr, que ça bien soigne. sûr, Sinon, je vais me Non, faire mais- taper sur les doigts. Madame la directrice en communication, je ne vais pas vous embêter sur ce sujet-là, mais simplement pour vous dire qu'il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Ok. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Juste, vous m'avez interpellé sur les dentifrices, du coup, qui font partie des cosmétiques qu'on utilise quand même tous et toutes régulièrement. Je sais qu'il y a eu des petites études récentes là, qui sont sorties en disant qu'il y avait des substances qu'on n'attendait pas trop dans certains dentifrices. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur cette famille particulière des dentifrices? Bah, c'est plutôt les microplastiques, là. C'est ça, sur des études des microplastiques. Il y a aussi le dioxyde de titane. Enfin, Oui, il y en c'est a ça. plusieurs. Hein. Bah, il y a plusieurs choses, mais je ne sais pas quelle étude. Il y a plein de choses dans les dentifrices. Oui, je l'ai vu l'article il n'y a pas très longtemps, notamment sur les dentifrices pour enfants, avec ce qu'il fallait prendre, pas prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de ne pas l'avaler. Ça, c'est la première reco. Le dentifrice bio, c'est pas toujours recommandé parce qu'il n'y a pas de fluor. Donc ça, c'est problématique parce que le fluor est nécessaire. Donc voilà, donc c'est d'autres problématiques sur le dentifrice, mais le mieux, c'est de veiller à ce que les enfants ne l'ingèrent pas et se rincent la bouche, ce qui n'est pas une chose aisée. Oui. Moi, j'ai en tête le dioxyde de titane. Et moi, c'est ce que j'ai en tête aussi. Le plastique, enfin les microparticules de plastique, là, les petites billes roses, bleues, etc. Ou bien. Parce qu'il serait ingéré, il y aurait plus de tests. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois pas. Non. Il n'est pas censé être ingéré. Non, Donc, voilà. Du coup, non, je crois pas qu'il y ait d'études complémentaires. Enfin, moi, j'étais en bucco-dentaire avant et il n'y avait pas de... Tout comme un rouge à lèvres ou un baume à lèvres qu'on va mettre sur les lèvres, à la fin de la journée, il est considéré comme être ingéré à 100% et il n'y a pas plus de tests réalisés. On voit dans quasiment tous les rouges à lèvres, il y a du dioxyde de titane parce qu'il est utilisé comme colorant et opacifiant pour rendre bien opaque la couleur. Et pour autant, il a été interdit dans l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire dans un rouge à lèvres pourquoi il continue d'être utilisé, c'est assez compliqué. Oui, il y a quelques marques qui font maintenant sans dioxyde de titane, donc on attend ces nouvelles avancées. Ouais. Moi, j'aurais une remarque sur le terme de cosmétique. Normalement, on part du principe qu'on ne passe pas le terme quand on parle de cosmétique. Et là, maintenant, on nous dit... Comment ? C'est fait pour embellir. Voilà, non mais on est d'accord. Et donc là, maintenant, on montre quand même qu'on est sur le côté facteur endocrinien. Donc on met vraiment en évidence quand même qu'on passe le derme, potentiellement. Sur certains produits, oui. On est d'accord. Mais on est d'accord que dans la définition, c'est pas censé. On est OK. Non mais voilà, je pense que c'est un point qu'il faut quand même qu'on soulève tous parce que là, c'est quand même la clé de quelque chose de fondamental pour ce On a terme. la réglementation cosmétique qui est en train d'être vraiment qui va. Enfin, je sais pas, on l'attend. Léa Nature, vous avez peut-être plus d'infos, mais en tout cas, on attend une nouvelle réglementation cosmétique d'ici, je sais pas, 2027, 2030. Donc on l'attend. Donc je sais pas comment justement, parce qu'on a toute cette tendance aussi de cosmétiques in et out, cette tendance de compléments alimentaires qui viennent justement. Ça vous parle? Je sais pas, Zia, vous faites pas du. Si vous faites, tu veux peut-être en parler? Oui, le in, c'est par exemple les compléments alimentaires ou les probiotiques pour prendre soin de la peau par l'intérieur. Et le out, c'est effectivement ce qu'on met sur la peau. Mais on a quelques produits, on n'en parle pas beaucoup. On ne l'a pas trop développé. Mais du coup, c'est une grosse tendance. Donc peut-être que dans la réglementation cosmétique, il y a des choses par rapport à cette tendance-là qui vont changer la donne aussi, oui.
Et ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a des cosmétiques, donc la pénétration, si jamais elle est calculée dans des tests, c'est pas toujours le cas, mais elle est faite sur une peau saine et c'est pas fait sur une peau, par exemple, rasée ou épilée. Et c'est un problème pour des déodorants qui sont du coup appliqués sur des aisselles. Et il y a quand même une bonne partie de la population qui s'épile ou se rase les aisselles. Donc, voilà, et donc il y avait un rapport norvégien qui date de 2012, je crois, qui montrait que l'aluminium, c'était une pénétration fois 100 peut-être. J'ai pas l'ordre de grandeur exact, mais c'était énorme quand la peau était épilée ou rasée. La pénétration était très 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 favorisée. Je crois qu'on n'a pas le temps pour une dernière question. Si, oui, non. Est-ce qu'il y en a une déjà? Peut-être qu'il n'y en a plus. Non, je crois que c'est bon. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toutes les trois. Et merci à tous.